Bonjour à tous, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'entretien du M54B30. Et je commence tout de suite par la vidange, histoire de voir un peu la couleur de l'huile. Elle est quand même bien noire, mais assez fluide, et il n'y a pas de dépôt sur le bouchon de vidange. Je change le joint et je referme. Je m'attaque ensuite au changement du joint du cache-culbuteur. Pour cela, je retire les bobines d'allumage, le tuyau du reniflard, ainsi que le faisceau des bobines. Je retire ensuite les vis et il faudra que j'en change quelques-unes, voire même toutes, parce qu'elles commencent à pas mal rouiller. L'instant de vérité arrive. Comme le moteur est resté un certain temps sans tourner, j'ai un peu peur de retrouver de la rouille de surface sur l'arbre à cam. Oh, et c'est loin d'être le cas, hein. C'est hyper propre. Je commence à vraiment penser que ce moteur a été très bien entretenu. Bon, on remarque quand même un petit peu de rouille sur la culasse au niveau du joint. Faudra que je gratte un peu ça. Je retire donc l'ancien joint et étonnamment, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus sec. Et finalement, il est peut-être pas si vieux que ça. Encore un indice comme quoi ce moteur a sûrement été bien entretenu. Même les joints de puits de bougie se retirent assez facilement. Généralement, ils sont assez cassants quand ils vieillissent, mais là, ils restent assez souples. J'ai commandé le nouveau joint chez BMW, histoire d'être sûr, et il faut faire attention, j'ai l'impression qu'il y a deux versions de ce joint. Une pour les moteurs en faisceau AMS43 avec les grosses bobines d'allumage, et une autre version pour les moteurs en MS45 avec les petites bobines d'allumage comme j'ai actuellement. Donc j'ai pris cette version-là, je vérifie qu'ils correspondent bien, et je l'installe. En le badigeonnant bien sûr au préalable avec de l'huile propre. Avant de remonter le cache-culbuteur, je nettoie le plan de joint afin d'éviter toute fuite ou suintement, même s'il n'y en avait pas avant le démontage. Et je fais particulièrement attention aux zones où il y a une légère rouille afin de ne pas envoyer de saleté à l'intérieur du moteur. Ce serait quand même bête de créer un problème alors que j'essaie de nettoyer le plan de joint. Surtout au niveau de cette zone où la gravité a plutôt tendance à emmener les débris vers le moteur. Donc je pousse bien vers l'extérieur en étant assez prudent. Et j'applique de petites noisettes de joint silicone comme préconisé par BMW au niveau des angles saillants du plan de joint du cache-culbuteur. Je présente maintenant le cache-culbuteur en essayant d'arriver le plus droit possible afin de bien étaler les noisettes sans les faire déraper vers l'extérieur ou l'intérieur du moteur. J'ai commandé chez BMW des joints neufs ainsi que des vis neuves afin de tout remplacer et partir sur une bonne base. Je serre tout ça correctement et je m'attaque aux bougies.
Les bougies sont d'ailleurs un petit peu plus noires que lorsque j'avais fait le premier contrôle de ce moteur. Peut-être qu'il tourne un peu trop riche, il faudra que je vois pourquoi. Ou peut-être que c'est juste parce qu'il n'a fait que tourner au ralenti lors de mes tests, donc il s'est légèrement écrasé. Après le premier roulage, il sera peut-être intéressant de redémonter les bougies afin de vérifier leur couleur. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux remonter le faisceau des bobines, ainsi que les bobines. Et vraiment, je me répète, mais j'adore ce système de bobines, c'est vraiment pratique. Je n'oublie pas de rebrancher les masses. Petite vérification. Ah, je crois que celle-là n'est pas bien mise. Ah oui, comment créer un problème bêtement? Et je n'oublie pas non plus de remettre le reniflard. Je remets également le cache en plastique parce qu'il a quand même un rôle de protection du moteur, surtout au niveau de l'humidité, et parce que je trouve que ça fait plus joli comme ça. Et puis c'est pas pour le poids que ça pèse. Ayant également récupéré les écrous de collecteur d'échappement chez BMW, je peux maintenant enfin finir de monter mon collecteur. Pour ceux qui souhaiteraient monter un collecteur de M336 sur un moteur M54, c'est tout à fait possible. L'anthrax des goujons est le même. Toutefois, vous avez ces petites parties au-dessus du collecteur qui normalement servent à visser la plaque d'isolation thermique, que je n'ai pas remise d'ailleurs, qu'il va falloir légèrement biseauter, tailler, de manière à ce qu'elle puisse passer, sinon en fait elle touche la culasse et vous ne pouvez pas correctement plaquer le collecteur. Et autre petite différence, vous vous retrouverez avec des trous vides sans goujons, puisque la culasse n'a pas de goujons pour tous les trous du collecteur de M336. Je vidange le radiateur ainsi que les durées d'eau de manière à pouvoir le retirer. J'ai également reçu la durite dont je vais pouvoir utiliser le raccord pour pouvoir faire mieux tenir cette durite. Je décale le faisceau du thermostat ainsi que de la sonde de température d'eau de manière à pouvoir démonter le thermostat. Et encore une fois, je découvre une pièce en parfait état qui a sûrement déjà été changée. Bon, on trouve quand même quelques traces de calcaire, mais ça, c'est dû au stockage du moteur et au fait qu'il n'est pas tourné depuis longtemps. Je tiens à remercier Raphaël de Space Racing 31, ami avec lequel j'ai passé une bonne heure à chercher un thermostat qui s'ouvrirait un peu plus tôt. Malheureusement, j'ai dû reprendre celui-là, un d'origine, puisqu'il y a ceci, c'est une petite fiche qui est connectée au faisceau et qui est gérée par le calculateur. Et malheureusement, le seul thermostat qu'on avait trouvé qui s'ouvrait plus tôt était un thermostat de diesel et il n'avait pas cette fiche. Donc j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Et oui, parce que le thermostat est solidaire de sa chambre, pas comme sur les M50 ou les M52. La courroie accessoire était en assez bon état, mais sûrement assez vieille, donc je préfère la changer par une neuve, mais je garderai celle-là en secours dans ma caisse que j'emmène sur circuit, on sait jamais, ça peut dépanner. Il faudra que je retire ce galet de courroie de clim, puisqu'il sert à rien de toute façon. Je démonte la pompe à eau et j'avais quelques craintes parce que les vis sont assez rouillées quand même. Mais finalement, elles se dévissent assez facilement. Et pour une bonne raison, il y a de la graisse graphitée dessus. Et alors là, je tiens à remercier l'ancien propriétaire.
Et même les écrous de la pompe viennent assez facilement, alors qu'ils sont un peu rouillés quand même. Bon, par contre, elle vient pas, hein, mais ça, c'est sûrement dû au stockage. Et là, c'est les ingénieurs BMW qu'on remercie. On met une petite vis à gauche, puis à droite, puis à gauche, et la pompe finit par sortir. Oh le débile, j'avais oublié, j'ai pas pensé à l'eau qui restait dans la pompe. Heureusement, il y avait encore le bac de vidange en dessous. La pompe avait l'air en bon état, mais par contre c'est le modèle en plastique. Et déjà de base, je n'aime pas trop ces modèles, mais depuis que j'ai failli faire un joint de culasse sur le Touring de ma femme, parce que la pompe a cassé, je ne mets que des pompes avec un corps en métal. C'est beaucoup plus sécurisant, et sur mon 325i, je n'ai jamais eu de problème avec ce genre de pompe. Je mets un petit peu d'huile sur le joint de la pompe. Je n'oublie pas de faire également de même sur le joint du thermostat. Et par sécurité, je préfère toujours rajouter un petit peu de joint silicone spécifique au circuit d'eau, de manière à assurer une étanchéité parfaite. Bon, parfaite, peut-être pas, parce qu'il aurait peut-être fallu que je fasse le tour du trou de la vis, mais bon, ce sera toujours mieux que rien. Après, le jeu, c'est de réussir à présenter la chambre de thermostat parfaitement droite et ne surtout pas bouger au moment de mettre les vis, parce que sinon on étale n'importe comment ce joint en silicone, et c'est pas l'idéal, hein. Et le plus dur, c'est avec la pompe à eau, parce qu'elle passe au millimètre. Et il faut l'enfoncer bien droite pour que le joint torique se mette correctement. Je remets un petit peu de graisse graphitée sur les goujons de vis, de manière à ce que les écrous se redémontent facilement lors du prochain entretien. Je fais de même sur les vis de la poulie de pompe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je supprime ce galet ainsi que tout ce support servant à la climatisation, puisque j'ai pas l'intention de la remettre et que ça me permet de gagner un petit peu en poids. Et en place aussi. Je retire la prise de la température d'huile, le tuyau du filtre à charbon actif qui est en plus coupé, la prise de la pression d'huile, ainsi que les connectiques de l'alternateur, puisque j'ai l'intention de retirer tout le support de filtre à huile pour changer le joint. Il n'y a aucune trace de fuite d'huile ou de suintement à ce niveau-là, mais comme c'est une opération assez délicate à faire quand le moteur est dans la voiture, autant en profiter pour le faire maintenant. Donc je démonte entièrement l'alternateur pour accéder aux vis du support de filtre à huile. Je sors également le filtre à huile puisqu'il faut que je le remplace, mais aussi pour éviter qu'il y ait trop d'huile qui coule au moment de démonter le support. Et pour avoir un peu plus de... Oh, dis donc, il fait une tête bizarre le filtre là. Faudra que je fasse attention en remettant le nouveau. Je sors donc le support de filtre à huile pour laisser apparaître un plan de joint qui est tout à fait propre et on remarque effectivement qu'il n'y avait aucun suintement d'huile. Je sors le joint en faisant bien attention de ne pas rayer l'alu ou creuser l'alu pour ne pas créer une fuite. Et le joint était encore en bon état même s'il commençait à s'écraser un petit peu. Donc je pense qu'il était temps de s'en occuper. Parce qu'en reprenant des cycles de chauffe et de refroidissement, il aurait peut-être fini par suinter. Ceci étant fait, je peux maintenant remonter le support de filtre à huile.
J'en ai également profité pour changer les bagues d'étanchéité de l'alimentation en huile du Vanos, des Vanos, pardon, l'habitude de M50 ou M52. Je reconnecte les sondes de température et de pression d'huile et je peux remonter l'alternateur. Maintenant que tout est remonté, j'en profite pour repasser correctement le faisceau et rebrancher le thermostat. Et comme vous avez pu voir dans une précédente vidéo, je change la cloche de filtre à huile, la nouvelle me permettant d'ajouter une sonde de pression d'huile, une sonde de température d'huile, et j'ai même un emplacement supplémentaire si jamais je veux mettre une autre sonde. Par contre, il y a un petit souci là, ça passe pas. Effectivement, le bord de la pipe d'admission me gêne pour mettre la cloche de filtre à huile. Je ressors tout et il va falloir que je lime un peu ça. Oui, effectivement, c'est pas l'idéal. Je fais ça, mais en faisant bien attention de ne pas créer une ouverture dans la pipe d'admission. Sinon, je vais créer une prise d'air et ça, c'est vraiment pas bon. Bon, j'ai coupé vraiment le moins possible. Il n'y a pas de trou, il faudra quand même surveiller ça. J'essaye de mettre la cloche, c'est limite, c'est bon, ça passe, ça va. C'est la première fois que j'installe ce genre de cloche, on verra. J'ai un doute sur la pression d'huile, mais au pire, je mettrai à l'emplacement de la pression d'huile d'origine. Tout ceci étant terminé, je peux maintenant remettre la courroie accessoire. Alors oui, je crois qu'il y a moyen de bloquer le tendeur de manière à faciliter le remontage, mais il semblerait que j'aime bien me compliquer la tâche. Je vais avoir besoin de mettre la boîte de vitesse pour lever plus facilement le moteur afin d'accéder au carter d'huile. Donc je commence à m'attaquer au démontage du volant moteur. Je ne change pas le joint SPI puisqu'il est en bon état et qu'il ne sointe pas du tout. Et j'installe un volant moteur allégé, celui que j'avais mis dans ma M3E36, que j'ai retiré avant de la revendre entièrement d'origine. Et par contre, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas faire ça sur un M54, mais je n'ai trouvé aucune information. Donc si vous avez les réponses de pourquoi il ne faut pas installer un volant moteur allégé sur un M54, s'il vous plaît, dites-le en commentaire et à ce moment-là, je le retirerai, je mettrai un volant moteur simple masse pour quand même gagner du poids par rapport au double masse. J'installe un nouveau roulement puisque celui d'origine est parti avec le volant moteur puisqu'il est intégré dans le volant moteur sur le M54. Et si j'ai essayé de le mettre droit, il rentrerait mieux. Oui, effectivement, c'est le cas. J'installe l'embrayage 6 patins que j'avais également sur ma M336 mais qui n'a qu'une dizaine de kilomètres je crois. Et de même pour le mécanisme d'embrayage. Donc je serre bien les vis pour les approcher au maximum avant de serrer au couple. Oui, ça y est, j'ai enfin une clé dynamométrique fiable pour serrer au couple, c'est nouveau. Et après le serrage de toutes les vis, je refais un tour de manière à vérifier le bon serrage. Par contre, contrairement au reste de l'embrayage, là j'installe une butée d'embrayage neuve.
Et comme j'avais nettoyé l'axe, je le regresse très légèrement de manière à faciliter son insertion. Et je vais donc pouvoir monter cette boîte qui n'est pas celle de ma 325i, puisqu'elle avait la synchro de 4ème HS, mais qui est une boîte qui vient d'une E46 et qui est une ZF. Donc normalement, plus fiable que les boîtes Getrag. J'ai plutôt l'habitude de monter et démonter les boîtes en étant allongé sur la voiture et en prenant la boîte sur moi. Et là, en fait, j'arrive pas à savoir laquelle des deux situations est la plus pratique, parce que là, c'est pas spécialement plus simple, je trouve. Moi, je m'y prends peut-être mal, il y a peut-être d'autres techniques, mais je me demande si finalement je préfère pas être allongé sous la voiture pour le faire. Je mets un petit peu de graisse graphitée sur les vis de manière à faciliter le redémontage s'il y a besoin, surtout par rapport au volant moteur. Vis qui d'ailleurs m'aide à mieux aligner la boîte pour finalement bien l'enclencher. Je peux donc réinstaller le démarreur. Et une fois toutes les vis bien serrées, je peux lever le moteur et je m'attaque au démontage du carter d'huile. Car l'un des points faibles des M54, c'est l'écrou de l'axe de la pompe à huile qui a tendance à se desserrer lorsque le moteur est à très haut régime ou lorsqu'on fait beaucoup de rupteurs. Ce sera d'ailleurs un bon indice de l'utilisation qui a été faite de ce moteur, s'il s'avère que l'écrou est un peu desserré. Je pensais que la jauge à huile se retirerait plus facilement du carter, mais il semblerait que le joint soit complètement collé dans le carter. Donc je démonte toute la jauge à huile pour qu'elle vienne avec le carter. Et voilà l'instant de vérité. Est-ce qu'il était encore serré? Oh oui, il était serré. Eh bien, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai fait une très bonne affaire avec ce moteur. J'ai l'impression que l'ancien propriétaire a été très soigneux et qu'il s'en est bien occupé. Je le remplace par un écrou neuf que je sers avec ma toute nouvelle clé dynanométrique qui malheureusement ne fonctionne pas en mode desserrage. Oui, puisque l'écrou est en pas inversé. Donc j'ai serré ailleurs sur la voiture un autre écrou de la même taille avec le bon couple de serrage. Et là j'applique la même force, voire même un tout petit peu plus, puisque ça tourne légèrement pendant que je serre. Il faudra que je vérifie ce que j'ai fait plus tard, parce que là il y a un risque. Et donc pour résoudre ce problème connu sur la M54, il y a deux méthodes. Soit on soude l'écrou, mais comme je n'ai pas de TIG et je pense qu'il vaut mieux le faire au TIG, je ne peux pas le faire. J'ai donc pris la deuxième méthode qui consiste à mettre un écrou avec un trou et freiner cet écrou avec un fil de fer qu'on prend dans un des trous de la pompe à huile. Le tout avec cette technique étant de réussir à bien tendre le fil et à surtout bien l'appuyer derrière de manière à ce qu'il ne se prenne pas dans le corps de la pompe à huile et de manière à ce qu'il serre vraiment l'écrou et qu'il l'empêche de se desserrer si celui-ci est saillie. Bon, même si c'est un petit peu moins beau que ce qu'on peut voir sur internet, je pense que ça remplira bien son rôle d'écrou freiné. Un autre problème, toujours concernant la pompe à huile sur les M54,
est le fait que la chaîne ne soit pas tendue. Il y a une possibilité de résoudre ce problème, on trouve d'ailleurs un très bon tuto sur Instagram ou même ailleurs, qui consiste à rajouter un tendeur de chaîne, mais là il faut démonter l'avant du moteur, et vu l'état de rouille de la poulie de Villebrequin, je ne me sentais pas de le faire maintenant. Donc ce sera peut-être une opération que je ferai plus tard. En tout cas, vous avez les infos pour le faire si vous le souhaitez. Ceci étant fait, je retire le joint d'origine. Je tente de nettoyer au mieux le plan de joint. Malheureusement, j'ai pas la brosse qu'il faudrait pour pouvoir le faire sans abîmer le plan de joint. Donc, je fais au mieux, même si c'est pas parfait. Et toujours, comme préconisé par BMW, je rajoute un petit cordon de joint silicone au niveau des jonctions du bloc moteur. Et comme tout à l'heure pour le thermostat, là, le tout étant de réussir à approcher le carter d'huile le plus droit possible et le plus en face possible des trous des vis pour ne pas dégrader les cordons de joint silicone qui ont été faits préalablement. Il ne me reste plus qu'à resserrer toutes les vis au couple en les marquant pour ne pas en oublier. Ceci étant fait, je peux remettre la jauge d'huile en changeant son joint pendant que j'y suis. Et maintenant que j'en ai terminé avec l'entretien du moteur, j'ai besoin de récupérer le berceau moteur. Et pour cela, il faut que je redémonte tous les éléments du train avant. Et là, je dois remercier mon père qui, à l'époque, m'avait conseillé de tout remonter à la graisse graphitée, parce que malgré l'état des vis, aucune ne m'a posé de problème au desserrage. Même pas les vis de capteur d'ABS. Et pourtant, si vous en avez déjà démonté un, vous savez ce que ça donne. Et comme à l'époque j'avais bien nettoyé le capteur ABS avant de le remonter, et bah celui-ci s'est même retiré quasiment tout seul. Et j'y crois pas. Même les rotules se sont retirées toutes seules avant même que j'essaye de taper dessus. C'est fort quand même. Du coup, le démontage du train avant était assez facile, étonnamment. Donc ça y est, le moment de mettre le moteur dans la voiture est arrivé. Et donc ça, il fallait s'y attendre, je galère avec la chèvre sur les cailloux, mais bon, ça, on va faire avec. Je peux maintenant remettre le berceau moteur et refixer la colonne à la crémaillère de direction. Ce qui me permet de bien aligner le berceau moteur avec
le reste du châssis pour pouvoir mettre les vis. Et là, on rigole pas avec la sécurité, le serrage au couple est obligatoire. N'ayant toujours pas d'équilibreur de charge sur ma chèvre, j'utilise le cric placé sous la voiture pour relever la boîte de vitesse et ainsi modifier l'inclinaison du moteur. Et enfin, le moteur finit par se poser sur ces cylindres blocs. Je remets temporairement cette partie de l'admission juste pour la protéger d'éventuelles saletés qui pourraient essayer de rentrer dedans. Je serre les écrous des cylindres blocs sur les supports moteurs. Et ça y est, c'est officiel, ma 325i est swappée M54B30. Je peux même maintenant dire que j'ai une 330i E36. Il ne me reste plus qu'à terminer la préparation du châssis et redémarrer le moteur dans la voiture, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo.